Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Elles attirent le regard lorsque l'on sourit, blanches, éclatantes, bien alignées, mais elles peuvent aussi créer des complexes lorsqu'elles sont tachées, jaunies, cassées ou se chevauchent. Nos dents, sourires, dentition, source de confiance ou à l'inverse de gêne. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous vous proposons explications et conseils pour comprendre quels sont les meilleurs moyens pour éviter la plaque dentaire, le tartre, les caries et bien sûr les abcès. Certains de ces problèmes de santé bucco-dentaire qui peuvent paraître anodins, mais ils peuvent aussi provoquer des douleurs à la limite du supportable, nécessiter l'intervention d'un spécialiste en urgence pour soulager ce que l'on appelle communément une bonne rage de dents. Consulter un dentiste, mais avant cela, prendre soin de ses dents, les bons gestes, les bons outils, le bon suivi et toutes vos questions posées sur la page Facebook de l'émission, ainsi qu'à notre numéro, le 33 1 84 22 75 75. La santé des dents, aujourd'hui à l'honneur dans Priorité Santé, explications et conseils d'un spécialiste. Professeur Vianney Descroix, bonjour. Bonjour Caroline Paré. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire, chef de service d'odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous enseignez également, professeur Descroix, les sciences biologiques à la faculté de chirurgie dentaire de Paris. Tout à l'heure, on va retrouver à Pointe-Noire le docteur Moïse Nkongolo, chirurgien dentiste, chef de service de stomatologie à la clinique médicale Guénin en République du Congo. Et en fin d'émission, chronique nutrition, Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Priorité Santé sur RFI. Professeur Vianney Descroix, alors beaucoup de questions aujourd'hui dans Priorité Santé, mais d'abord l'actualité, puisque depuis 4 jours, deuxième confinement en France, mais contrairement à ce qui s'était passé au printemps dernier, eh bien là, cette fois, les cabinets dentaires restent ouverts dans le pays, les chirurgiens dentistes peuvent donc toujours exercer, ça veut dire que la sécurité sanitaire est garantie. Ça veut dire que effectivement, les chirurgiens dentistes sont maintenant très clairement équipés pour soigner des patients. Leurs cabinets sont en sécurité aussi et qu'il n'y a plus aucun problème sanitaire à aller se faire soigner les dents actuellement chez les chirurgiens dentistes de ville. Oui, parce que pour certains auditeurs, ils en témoignent, ça avait posé problème il y a quelques mois, professeur Descroix, comme Jacques, il nous écoute à Tunis et il nous explique sur la page Facebook de l'émission, ma femme s'est fait extraire une dent cariée, mais au début, c'est-à-dire il y a quelques mois, pendant la première vague de Covid, on avait refusé de la soigner. Comment on l'explique, justement, ce refus, cette fermeture, alors qu'aujourd'hui, on a changé le tempo ? Alors effectivement, il y a eu des vraies modifications. D'abord parce que maintenant, aujourd'hui, les chirurgiens dentistes, encore une fois, ont l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent se protéger, ont mis tout en place dans leur cabinet pour aussi protéger leurs malades, et que la situation a évolué, on s'est adapté, on a appris de la première vague, et maintenant on peut se déplacer chez son chirurgien dentiste en toute sécurité. Alors à chaque fois, on le constate, quand on consacre une émission de Priorité Santé aux dents, premier sujet de préoccupation, vraiment parmi tous les autres, ce sont bien sûr les caries, professeur Descroix, et on peut dire que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas égaux devant ces caries. Non, c'est vrai, on n'est pas égaux d'un point de vue biologique. Il y a des familles et des personnes qui vont avoir plus de risques génétiquement, biologiquement d'avoir des caries. Et puis on n'est pas égaux non plus parce que, en fonction de l'accès que l'on peut avoir à l'hygiène bucco-dentaire ou à l'apprentissage de l'hygiène bucco-dentaire, effectivement, nos risques de caries sont très différents. Et cette inégalité, on peut dire cette forme d'hérédité, Natacha, qui nous écoute à Brazzaville au Congo, en témoigne. Elle explique ainsi que toute sa famille est touchée, malgré une bonne hygiène dentaire inculquée très tôt. Et justement, on va voir beaucoup d'autres questions au standard de Priorité Santé. Si vous le voulez bien, professeur, on retrouve les auditrices et les auditeurs en ligne. Allô ? Priorité Santé. Une auditrice avec nous, c'est Lydie en ligne d'Abidjan. Bonjour Lydie. Bonjour Caroline. Alors racontez-nous ce qui vous amène à nous appeler aujourd'hui. Ok, en fait,
faute à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, il se trouve que j'ai plusieurs caries dans la bouche, dont plusieurs plombs. À cela, malheureusement, j'ai eu à faire 4 extractions. Et donc, les questions, je me pose beaucoup de questions, notamment la première qui est celle-là. Entre le brossage traditionnel et le bain de bouche, lequel serait le mieux indiqué? C'est la première question. Alors, une première question qu'on adresse au professeur Vianney Descroix, bien sûr. Lydie, cette auditrice, qui demande qu'est-ce qui est le plus indiqué? Est-ce que ça veut dire que l'un peut remplacer l'autre ou est-ce que, avant et surtout, on brosse ses dents? Voilà, ça c'est déjà un bon réflexe. La première chose, c'est de se brosser les dents avec une brosse à dents. Le mieux, c'est une brosse à dents souple et un dentifrice qui a du fluor. Ça, c'est les 2 premières choses. 2 à 3 brossages par jour, une fois après chaque repas. Avec une brosse à dents, encore une fois, dont les poils sont souples, et avec un dentifrice qui est fluoré et assez fluoré pour un adulte, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 1500 ppm de fluor. Après, les bains de bouche, ils ont des indications très spécifiques. La plupart sont des antiseptiques qu'on utilise essentiellement soit après l'extraction d'une dent, soit pour accompagner le traitement d'une maladie infectieuse comme une maladie parodontale. Donc les bains de bouche, ils ne sont pas faits pour être utilisés, notamment ceux qui contiennent des antiseptiques, tous les jours. Et puis il y a des bains de bouche qui peuvent être utilisés tous les jours. On appelle ça des eaux de rinçage ou des eaux de bouche parce qu'ils ne contiennent pas véritablement de médicaments très actifs. Ils sont là juste pour donner bon goût ou pour aider à éliminer tous les autres débris alimentaires. Mais ils ont une action plus mécanique que pharmacologique. Mais le message à retenir, c'est brossage avant tout. Brossage avant tout, 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, pour bien enlever la plaque dentaire, pour bien enlever les résidus d'aliments, c'est vraiment essentiel. Et Lydie, je crois que vous avez d'autres questions. Effectivement. La deuxième, c'est celle-là. Je disais tout à l'heure que j'avais des plombs, et notamment le traditionnel plomb gris que j'ai dans la bouche. Donc j'aimerais savoir... est-ce que du plomb gris et du nouveau plomb, on va dire le plomb de 3e génération, parce que je sais que le nouveau plomb, c'est celui qui a la même tête que la dent, qui épouse la teinte de la dent. Donc, des 2 plombs, lequel serait plus indiqué pour un effet de durabilité? Alors, Lydie parle de plomb, avant on disait plombage, mais professeur Vianney Descroix, en fait, avec le temps, c'est un abus de langage, Alors, il n'y a jamais eu de plomb dans les plombs. Parce que c'est poison en plus, donc on va éviter. Oui, le plomb, ça serait très poison. C'est des amalgames, en fait. C'est des amalgames d'argent. Donc, c'est des associations de métaux qui sont totalement inoffensifs pour la santé. Et maintenant, on le sait, c'est ce qu'on appelait ces plombages. Ce sont des amalgames d'argent, des matériaux qui sont faits spécifiquement pour, effectivement, obturer les dents quand elles ont été soignées d'une carie. Alors, d'un point de vue mécanique, on n'a jamais fait aussi bien que ces amalgames d'argent, c'est-à-dire que c'est vraiment des produits qui sont faits pour durer très longtemps et pour être très résistants. Et d'un point de vue par contre esthétique, c'est vrai que c'est assez repoussant. Donc on a d'autres matériaux pour les dents qui se voient, qu'on appelle des composites, qui sont ce fameux plombage blanc, entre guillemets, qui encore une fois n'est pas un plombage, et qui va être plutôt destiné aux dents de devant, aux dents antérieures, les incisives, les canines, quelques prémolaires, parce que esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus acceptable d'avoir des dents qui ressemblent à la couleur des dents naturelles. Donc je dirais que si Lydie a des amalgames dentaires sur ses molaires ou sur ses dents du fond qui ne se voient pas, le mieux c'est de les garder, parce que encore une fois, c'est ce qui aura de plus efficace d'un point de vue de la résistance dans le temps. Et si malheureusement elle a ces obturations un peu grises sur des dents qui se voient, effectivement, ça peut peut-être valoir le coup de les changer pour des composites, pour ces fameux plombages blancs, si la situation clinique le permet, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quelle dent. Voilà Lydie pour ces explications. Vous remercie infiniment pour toutes ces questions. Très bonne journée à Abidjan. On va partir maintenant pour la Guinée. L'abbé avec en ligne avec nous. Mamadou, bonjour. Bonjour Caroline. Alors on vous écoute Mamadou, allez-y. Ok, moi en fait j'ai contacté la carie dentaire quand j'étais au collège. Et depuis ça fait plus de 8 ans que je vis avec cette carie qui donne une mauvaise image à mes dents. Même tout récemment, j'ai arraché 2 de mes prémolaires qui étaient infectés par cette carie.
Donc, j'ai consulté un dentiste pour savoir s'il est possible de remédier cette carie. Il m'a dit oui, que c'est possible, mais en le grattant. Maintenant, j'ai besoin de solutions et de conseils pour me débarrasser de cette carie dentaire. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que vous gardez les caries dans la bouche, c'est ce que vous nous expliquez, Mamadou ? Oui, ça fait plus de 8 ans comme ça. Mais... Vous les avez pas traités ? Non, j'ai consulté un dentiste. Vous avez demandé des conseils, mais il n'est pas intervenu directement sur votre bouche. Non, tout récemment, j'ai arraché deux de mes prémolaires qui étaient infectés par la carie dentaire. Vous les avez fait extraire par un dentiste quand vous dites « j'ai arraché », c'est le médecin qui l'a fait? Oui, c'est un dentiste. D'accord, un dentiste vous a extrait des dents et maintenant, en fait, vous êtes inquiet parce que vous avez peur qu'il utilise la roulette et qu'il vous gratte les dents. Vous avez peur de quoi? Que l'effet soit encore pire ou vous avez peur d'avoir mal? J'ai peur d'avoir mal, évidemment. Quand on vous a extrait les dents, on vous a anesthésié? Oui, il m'avait anesthésié. Et quand le médecin vous a dit qu'il allait vous traiter les dents de devant, il a dit aussi qu'il allait mettre un produit pour que vous n'ayez pas mal? Non, ça quand même, il ne m'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais en général... Il m'a dit que c'est possible en le grattant. Oui, mais même quand on gratte, le professeur Vianney Descroix va le confirmer, même quand on gratte, comme vous le dites, la dent c'est vivant, et on utilise un produit qui va éviter de souffrir, professeur Descroix. Ah oui, nécessairement. À chaque fois qu'il y a besoin, parce qu'on sait que le soin va être douloureux, on fait une anesthésie d'abord et le patient ne doit rien ressentir pendant qu'on le soigne, ça c'est sûr. Mais c'est un message à faire passer parce que c'est pas évident. On l'entend bien avec ce témoignage de Mamadou. Mamadou, est-ce que vous lui avez demandé au médecin, est-ce que vous allez m'anesthésier parce que moi j'ai peur d'avoir mal? Oui, je lui ai demandé ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il a dit, ouais, c'est possible. Il m'a anesthésié avant d'arracher mes dents. Oui, mais pour le traitement aussi, avec ce que vous dites, le grattage de la dent de devant, quand il va retirer la partie cariée, il va aussi vous anesthésier. Et là-dessus, vous devez être rassuré si vous allez le voir, ça va plutôt vous soulager. Ça quand même, il ne m'a pas dit ça. Mais pour le moment, j'ai pas d'abord gratté ces dents-là parce que la carie a percé mes dents. Oui. Les incisives. Oui. Maintenant, je demande des solutions s'il est possible que je me débarrasse de cette carie dentaire. Par exemple, en prenant un médicament, c'est ça votre question? Oui, s'il y a des médicaments ou des solutions à faire. Mais je pense que le professeur Vianney Descroix va vous répondre très clairement. Si vous avez une carie sur les incisives, pour parler trivialement, sur les deux dents de devant, il n'y a pas de médicament, professeur Descroix, pour ça. Non, il faut agir. Et vite. C'est-à-dire qu'une fois que la carie est là, la seule solution pour la soigner, c'est que le chirurgien dentiste va anesthésier la dent, va prendre un outil et va effectivement enlever la partie cariée de la dent. En fonction de ce qu'il aura enlevé, soit il fait une couronne parce qu'il peut pas reconstituer la dent autrement, soit il remet, si c'est des incisives ou des dents qui se voient, il remet ce fameux composite, ce plombage blanc, pour reconstituer la dent. Et effectivement, la seule façon de se débarrasser de la carie, c'est de ne pas avoir de carie, c'est-à-dire d'avoir une hygiène et un brossage de dents 2 à 3 fois par jour. Donc le conseil, Mamadou, prenez rendez-vous très vite chez le dentiste. Il faut agir. RFI à Niamey, 96.2 FM. Le Niger, tout de suite en ligne avec nous. Abdoul Kader, bonjour. Bonjour Caroline. Alors expliquez-nous, vous, quel est votre problème au niveau de votre santé bucco-dentaire? Expliquez-nous. Voilà. Et ça fait bientôt 2 ou 3 mois que j'ai remarqué que j'avais une sensibilité autour de mes dents. Et souvent, quand je consomme des fruits, la fois dernière, j'ai remarqué que quand j'avais consommé de l'ananas plutôt, donc j'avais eu mes dents qui étaient devenues sensibles. Donc j'arrivais même pas à manger quelque chose après ça. Mais ce que j'ai remarqué, la sensibilité, elle est plus autour de la molaire droite. Donc à ce niveau, j'ai remarqué une tache qui s'était formée, une tache un peu noire. Donc au fur et à mesure, ça commence à
et à devenir noir. Bon, je sais pas si c'est dû à la sensibilité ou pas, mais la sensibilité, elle est plus forte à ce niveau. Abdul-Kader, est-ce que vous avez consulté un dentiste? Non, j'ai pas consulté un dentiste parce que la dernière fois que j'avais consulté un dentiste, c'était pour le molaire gauche. Donc là, elle a été plombée. Ouais. Donc ça fera bientôt 5 ans, je pense. Ça fera 5 ans, je pense. Bon, de ce côté aussi, je sens souvent des piqûres, mais quand je me brosse, donc ça s'arrête. Donc si le brossage est régulier, donc j'ai pas de problème à ce niveau. Alors, tout mon problème maintenant c'est le côté droit. C'est sur le côté droit, professeur Vianney Descroix. Abdul-Kader avait visiblement une carie sur le côté gauche. Il en a peut-être une sur le côté droit à présent, face à cette douleur quand il mastique, quand il croque dans un morceau d'ananas. Professeur Descroix, vous êtes avec nous ? Ah, ça va être compliqué pour répondre à cette question. Quelques petites minutes et justement, on va en profiter pour faire notre pause musicale pendant que l'on s'acharne à retrouver notre invité, le professeur Vianney Descroix. Est-ce que nous allons y parvenir? C'est le suspense avec... Allô? Ah, vous êtes là. Bah écoutez, suspense de courte durée. Donc on va répondre à Abdul-Kader. Après, on fait notre pause musicale. Professeur Vianney Descroix, ce que nous expliquait Abdul-Kader, carie à gauche, peut-être soupçon de carie à droite. Oui, c'est ça. Une tache plus une sensibilité, ça ressemble beaucoup à une carie, mais il faudrait faire une radio, il faudrait faire un examen clinique, il faudrait voir un chirurgien dentiste pour confirmer. Il faudrait pas trop attendre avec cette tache noire sur une dent, plus une sensibilité, ça ressemble beaucoup à une carie dentaire, oui. Effectivement, voilà ce conseille Abdul-Kader une nouvelle fois, d'aller consulter, d'aller voir un dentiste. Et cette respiration musicale promise, eh bien c'est tout de suite avec Dio Diop Sangsé. OMG Yen kailen setan fi mudin Kijembo kola kikoman Barke Cheikh Sainse sama yeflo Kumoko sekal dumara Tayumako dafa nechimen Demoko jutuwale Watamit Watamit Holla ni mame Yani misi Holla ni mame Yani misi Isn't ni mame Mandal mashallah Holla ni mame Yani misi Holla ni mame Yani misi Isn't ni mame Mandal mashallah Mandal mashallah Mashallah Mandal mashallah Sama setu na khuma Sama selfie bahna Ludul sañse bëgguma te fi ma génn nooy na bi ci kaw mu ngi tas yaakaaru bi ci suuf couleur yi dañ koy harmoniser ba mu ko yow sañse fit a koy def bari feeling ci la bopp dafay yokku bay du ma doon te doo ci doore watamit Holla ni mame Yani misi Holla ni mame Yani misi Isn't ni mame Mandal mashallah Holla ni mame Yani misi Holla ni mame Yani misi Isn't ni mame Mandal mashallah Mandal mashallah Mashallah Mandal mashallah Yen kailen setan ni mame ndaxte sañse sama yëf la kaay leen seetaan ni mame de neex na ma fu ma romb dañu naan kii de sañse rek lay def moom lañ may jëwee Dio Diop dans Priorité Santé, on continue de parler de la santé bucco-dentaire, toujours en votre compagnie, professeur Vianney Descroix, docteur en chirurgie dentaire, chef du service d'odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avec tout de suite un message. C'est Jolie qui nous l'a laissé, Jolie qui vit à Kinshasa, on l'écoute tout de suite. Bonjour Caroline, bonjour l'invité et à tous les auditeurs des Priorités Santé. Je suis Jolie Kianga depuis la RDC, ville de Kinshasa. Je suis dans une famille où il y a le problème des caries dentaires. Mon père, ma mère et l'un de mes frères.
Maintenant, moi-même, quand je brosse, je constate le saignement de gencives. Ma préoccupation est de savoir comment faire pour prévenir ces problèmes de santé dentaire. Merci. Alors, professeur Vianney Descroix, cette question justement de Jolie de Kinshasa, ça rejoint un petit peu ce sujet des familles à caries. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à Jolie à ce sujet ? Alors, on peut lui dire que c'est pas une fatalité. Effectivement, souvent, dans les familles, on peut avoir, comme on le disait tout à l'heure, plusieurs personnes qui ont des caries parce que c'est des maladies qui sont fréquentes, parce que peut-être que il y a la même pratique de l'hygiène dans toute la famille, de l'hygiène bucco-dentaire. En tout cas, il n'y a pas de fatalité. Et, si on retrouve une bonne hygiène avec des brossages fréquents, avec un dentifrice qui contient du fluor, peut-être ponctuellement avec un bain de bouche qui contient du fluor, avec une alimentation qui va être un peu moins riche en sucre aussi peut-être, on peut évidemment arrêter la carie et arrêter la fatalité de la carie. Et puis la deuxième chose, c'est que les saignements des gencives, c'est encore un peu différent de la carie. Ça peut être une gingivite, ça peut être une maladie parodontale. Et là aussi, il faut avoir l'avis d'un spécialiste, d'un chirurgien dentiste pour essayer de comprendre pourquoi cette gencive saigne. Il n'y a pas de raison qu'une gencive saigne sans raison, sans cause, et ça demande aussi d'avoir un diagnostic. Donc une nouvelle fois, un tour chez le dentiste. Et on va repartir pour la Guinée-Conakry, où on vous retrouve en ligne. Amara, bonjour. Bonjour Caroline. Alors nous sommes à votre écoute, le professeur Descroix vous écoute, allez-y. Ok, merci. Bon, j'ai le tartre dentaire ça fait 3 ans au moins. Bon, je veux des conseils pour comment enlever totalement. Parce que j'ai essayé avec quelques produits, mais malheureusement, ces produits n'ont pas enlevé complètement. Donc, c'est le souci de ce matin. Merci. Alors, Amara, juste une petite question complémentaire, si vous le voulez bien. Avec quoi est-ce que vous avez essayé d'enlever le tartre ? Vous avez dit différents produits, c'était quoi ? Ok. Naturellement, j'ai essayé avec les pâtes dentifrice. D'accord. Ça n'enlève pas. Et puis j'ai essayé aussi avec le savon de bois. On m'avait parlé de ça, que naturellement quand tu frottes avec un savon, de bois, que ça peut enlever. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui. En 2017 aussi, j'étais en Côte d'Ivoire pendant les vacances. J'ai essayé avec un bain de bouche, Colgate. Mais malheureusement aussi, ça n'a pas enlevé complètement. C'est au fond de la bouche. Donc, je veux quelques conseils pour comment se débarrasser ces tartes dentaires, quoi. Professeur Descroix, ce que nous dit Amara, c'est que se débarrasser du tartre, eh bien, c'est pas une mince affaire, hein. Ah ben non, c'est pas une mince affaire parce qu'en fait le tartre c'est du calcaire. Donc il faut imaginer un bloc de calcaire qui est collé à un lavabo ou collé à quelque chose. C'est pas du bain de bouche ou c'est pas du charbon de bois qui va réussir à l'enlever. Il faut vraiment les instruments et un chirurgien dentiste qui va faire vibrer le tartre avec ses ultrasons. Il va utiliser des ultrasons et ça va être la seule manière de pouvoir enlever ce tartre-là. C'est une intervention par le chirurgien dentiste avec ses instruments qui va progressivement, surtout s'il y en a beaucoup, casser les morceaux de calcaire autour des dents. Et on va dire que ce détartrage, c'est pas forcément agréable, mais c'est pas forcément douloureux non plus. Non, il n'y a pas de raison que ça soit douloureux. D'ailleurs, il n'y a aucun soin dentaire qui doit être douloureux. On peut aussi faire une anesthésie pour un détartrage, ça nous arrive très fréquemment. Et vraiment, le détartrage 2 fois par an va être la seule solution pour avoir une diminution, voire une élimination complète du tartre. Ça, c'est vraiment essentiel. Des brossages dentaires réguliers et 2 détartrages par an, c'est ce qui est préconisé pour limiter la formation de ce tartre. Même si on n'en a pas forcément toujours les moyens, Amara, vous êtes à Conakry, vous pouvez aller chez le dentiste, vous pouvez vous permettre de financer une consultation chez le dentiste pour faire retirer ce tartre ? Par rapport à cela, tous les dentistes ne sont pas équipés de ces matériels dont vous parlez. Il y a des dentistes qui n'ont même pas ces appareils. Donc, en tout cas, j'ai consulté, j'ai beaucoup demandé. Il y a plein de dentistes qui n'ont pas ces appareils ici à Conakry. Okay, je comprends. Donc, c'est un problème aussi de manque d'outils, quoi. Tout à fait, et c'est ce qu'on souligne souvent d'ailleurs, pas suffisamment de dentistes, et puis du côté du matériel, encore beaucoup de chemin à faire pour avoir les équipements indispensables pour tous les soins les plus essentiels. Merci beaucoup pour ce témoignage, Amara. On va partir pour le Togo, Lomé, on l'a dit, beaucoup de questions qui concernent les caries. On retrouve Thierry en ligne. Thierry, bonjour. Oui, bonjour Caroline. On est à votre écoute, allez-y.
Ok, moi, ma publication, c'est qu'il y a de cela un peu plus de 6 mois maintenant que j'ai fait une consultation pour une carie. Et bon, le dentiste m'a traité et après ça, je n'ai plus de problème. Maintenant, quelques temps après, à chaque fois que je brosse les dents, j'ai des problèmes de saignement de la gencive. Donc, à tout moment, quand je brosse les dents, c'est saignement. Et je suis retourné voir le dentiste, je lui ai expliqué la situation. Il m'a demandé de changer la brosse à dents et même la pâte dentifrice. Jusque-là, le problème persiste toujours. En tout cas, bon, ma préoccupation, c'est de savoir quelle alternative qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ma situation, quoi. Parce que le dentiste, si je comprends bien, Thierry, il pensait que, on va dire, vous récuriez trop fort les dents, vous frottiez trop fort, ça pouvait faire saigner vos gencives. Il n'a pas dit que vous aviez un problème de santé, justement, au niveau de ces gencives? Non. Il n'a rien vu. Le problème était lié surtout à la carie qu'il avait traitée. Donc, quand je suis retourné, même pour l'expliquer, il a encore vérifié, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, que probablement que c'est ma brosse à dents qui était probablement beaucoup plus dure et de changer quelque chose de beaucoup plus facile à manier. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais le problème persiste toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Thierry, justement, professeur Vianney Descroix, qui a changé sa méthode de brossage, qui a changé de brosse à dents, justement, pour être moins agressif, et pourtant, il a toujours les gencives qui saignent? Ça, c'est une vraie bonne question. Les saignements des gencives, la première cause, c'est la gingivite. C'est la maladie de la gencive, c'est l'inflammation de la gencive qui fait que cette gencive se défend comme elle peut, et notamment, elle est œdémaciée, elle a gonflé, elle est rouge, elle saigne et elle fait mal. Et qu'effectivement, le dentiste de Thierry avait raison, il faut changer souvent de brosse à dents. On a trop tendance à utiliser des brosses à dents un peu trop dures, alors que la gencive et les dents préfèrent des brosses à dents souples. Et si donc brosser ses dents 2 fois par jour, peut-être utiliser un dentifrice qui peut contenir du fluor, mais qui peut contenir aussi un petit antiseptique pour aider à éliminer l'inflammation de la gencive. Et je crois que si, malgré 2 brossages correctement faits, malgré l'utilisation d'une brosse à dents souple, malgré un dentifrice qui est bien adapté aux maladies des gencives, elle continue à saigner, il faut retourner voir le chirurgien dentiste parce que ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que le saignement, si c'est simplement une gingivite, le saignement va s'arrêter dès qu'on aura soigné la gingivite, c'est-à-dire dès que on aura eu un brossage qui est correct, une hygiène qui est bonne. Parfois, il y a des petits morceaux de tartre sous la gencive et on n'arrive pas à enlever le morceau de tartre sous la gencive. C'est-à-dire que là aussi, il faut un dentiste qui aille gratter ce tartre sous la gencive qui l'a fait saigner. Donc ça serait peut-être intéressant, une fois qu'il y a eu comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, un brossage qui a été correctement fait, avec la bonne brosse à dents et le bon dentifrice, de retourner voir le chirurgien dentiste pour peut-être refaire de nouveaux examens, de nouvelles radios et un nouvel examen clinique. Observer et faire le point. Voilà pour ces conseils, Thierry. On prend un dernier auditeur, on repart au Niger. Là, c'est Zinder, la ville de Zinder, où l'on retrouve Abdoulamani. Bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, on vous écoute, Abdoulamani, allez-y. D'accord, moi, c'est à peu près 7 ans que j'ai la carie dentaire. Alors, la dent, au début, j'utilisais de l'aspirine pour soulager la douleur. Petit à petit, la dent est complètement et entièrement tombée. Puis maintenant, ça ne reste que le trou. Alors, ma question ici, c'est de savoir si ce trou-là peut me provoquer d'autres problèmes. Donc, vous avez perdu une dent à force d'être cariée, eh bien, elle est tombée tout simplement. Abdoulamani, vous n'étiez pas allé voir le dentiste pour traiter cette carie ? Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment... Vous êtes pas allé parce qu'il n'y avait pas forcément un dentiste près de chez vous. Pourquoi ? Bon, quand j'avais au début, là où j'étais, il n'y avait pas vraiment de dentiste. C'est maintenant que je suis venu à Zinder. Alors, c'est pour cela que j'ai posé la question. Si c'est nécessaire, je devrais aller voir un dentiste. Oui, c'est vrai que c'est une question importante. Quand on a perdu une dent, professeur Vianney Descroix, est-ce qu'il faut absolument consulter dans ce cas-là ? Est-ce que ça peut créer d'autres problèmes ? Alors oui, je dirais d'abord pour répondre à la question, c'est qu'effectivement, si on a mal aux dents et qu'on prend un médicament comme de l'aspirine,
Ça peut évidemment soulager, ça va soulager. Le problème, c'est que ça ne va pas régler du tout le problème et que la dent va continuer à s'infecter, la dent va continuer à s'abîmer et on croit que le problème est résolu parce qu'on n'a plus mal, mais en fait, on fait persister le problème, en tout cas on le masque. Donc la première chose, c'est dès qu'on a mal aux dents, de pouvoir, si c'est possible, consulter un médecin ou un chirurgien dentiste pour arrêter le processus infectieux ou le processus carieux. Une fois qu'on a perdu la dent, alors il y a des dents, je dirais que, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a des dents qui sont pas importantes, mais si la dent qu'on a perdue était une dent de sagesse tout au fond de la bouche, celle-là, elle sert pas à grand-chose et finalement, la remplacer, ça sera pas essentiel. Après, toutes les autres dents, oui, elles ont un rôle, elles ont une fonction, et que si on laisse le trou, entre guillemets, qui a été laissé par la dent absente durer trop longtemps, il peut y avoir d'autres problèmes, on peut moins bien mâcher, on peut moins bien parler, on peut avoir des problèmes d'occlusion, c'est-à-dire la façon dont les dents se serrent, qui vont devenir de plus en plus importants. Donc idéalement, quand c'est possible et quand on a les moyens de le faire, c'est quand même beaucoup mieux de remplacer les dents absentes, parce que leur absence peut avoir des répercussions au long cours. Voilà Abdoul Amani pour ce conseil. Excellente journée à Zinder au Niger. On vous retrouve dans un instant, professeur Descroix. On va partir tout de suite pour le Congo. RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM. Pointe-Noire, c'est là où vous vous trouvez, docteur Moïse Nkongolo. Bonjour. Bonjour Caroline Paris. Vous êtes chirurgien dentiste, chef de service de stomatologie à la clinique médicale Guénin. Docteur, on a beaucoup parlé de la carie dentaire depuis le début de cette émission et vous allez nous confirmer, je pense que chez vous aussi, c'est vraiment un motif majeur de consultation comme de soins. Oui, bien entendu, la carie dentaire reste la raison majeure qui pousse les patients à venir consulter dans notre cabinet. Et docteur Nkongolo, est-ce que vous avez constaté dans votre exercice des différences importantes entre ce qui se pratique et entre ce que demandent les patients quand on est, on va dire, éloigné de la ville, en milieu rural et en milieu urbain, puisque vous-même, vous avez exercé dans ces deux contextes? Oui, bien sûr, les besoins sont différents selon que l'on travaille dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux, et les motifs des consultations sont totalement aussi différents. Généralement, dans les milieux urbains, les gens viennent se faire consulter facilement dans les cabinets pour des problèmes dentaires qui commencent au début, une carie, une dent qui fait mal. Mais plutôt dans les milieux ruraux, les malades attendent et ils viennent plus pour des problèmes de complications, des abcès dentaires, donc des cellulites, des phlegmons, des ostéites dentaires, des nécroses un peu fulgurantes. Ce sont des cas qui sont vraiment fréquents dans les milieux ruraux, mais qu'on trouve moins dans les milieux urbains. Parce qu'il y a bien sûr des freins, des obstacles pour la prise en charge dans des milieux qui sont, on va dire, moins bien dotés, moins bien équipés. C'est vraiment un problème en matière de santé bucco-dentaire dans un pays comme le vôtre, au Congo? Oui, le problème est évident. Vous savez que, en particulier en Afrique centrale, nous n'avons pas assez d'écoles de formation des chirurgiens dentistes. C'est-à-dire que le nombre de chirurgiens dentistes disponibles dans les pays et les besoins, il y a un écart énorme. Donc, il y a trop peu de chirurgiens dentistes et le nombre de patients potentiels sont assez nombreux. Et le problème est encore beaucoup plus grave dans les milieux ruraux, où vous avez un seul chirurgien dentiste qui gère des régions assez vastes de la population. C'est ce qui justifie ces problèmes. Et il y a aussi un problème d'éducation. Donc, dans les milieux ruraux, par exemple, ils sont plus habitués à des traitements indigènes, ainsi de suite. Donc, ils viennent à l'hôpital lorsque la situation s'est aggravée, après avoir essayé tant de solutions à leur niveau que ça n'a pas marché. Dans ces moments-là que vous allez recevoir les patients dans un état assez grave, des complications infectieuses. Pour certains, on peut arriver à sauver, mais pour beaucoup d'autres, ils finissent par mourir par des infections généralisées, donc par des septicémies. Donc c'est vraiment particulièrement dramatique, on le comprend bien. Docteur Moïse Nkongolo, justement, dans un même ordre d'idées, contre quelle mauvaise habitude est-ce que vous souhaitez mettre en garde nos auditeurs, nos auditrices? Bon, la mauvaise habitude, c'est que beaucoup de patients ne prennent pas au sérieux les problèmes dentaires. Ça, c'est un fait.
Et avec ce que vous venez de dire, on comprend que c'est vraiment très important. Quand on peut arriver à une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée foudroyante, ça veut dire que une petite carie, bien sûr, on va pas effrayer les gens. Ça veut pas dire que chaque problème de dents va se terminer de façon dramatique, mais ça doit être pris au sérieux. Oui, bien sûr, ça doit être pris au sérieux. Et beaucoup de patients ne sont pas conscients de cela. Parce qu'ils pensent qu'une dent ne peut pas amener une personne à la mort. Donc, c'est que les gens pensent, c'est une évidence. Quand j'étais dans les milieux ruraux, j'ai travaillé, ce sont des cas que je recevais plutôt chaque mois. J'arrivais à sauver certains, mais je crois que pour une année, j'arrivais à perdre 4-5 patients qui pouvaient arriver à mourir, malgré tous les soins, les antibiotiques, les réanimations qu'on pouvait faire. Mais les patients arrivaient quand même à mourir, sans compter ceux qu'on arrivait à sauver. Ces problèmes-là également vrai dans les milieux urbains, surtout dans les quartiers reculés, où les patients n'ont pas assez de moyens, ainsi de suite. C'est ce qui bloque. Donc, il y a ces deux problèmes. Les problèmes, c'est que les patients ne prennent pas ça au sérieux, que ça peut amener à la mort. Donc, pour les patients, c'est pas une urgence. Donc, il attend jusqu'à ce que la situation s'aggrave. Mais il y a un autre problème, c'est un problème de moyens. Bien sûr. Oui, les patients n'ont pas toujours les moyens financiers en particulier pour venir se faire soigner. Donc, ce sont ces deux problèmes, parce qu'on remarque que c'est peut-être qu'il y a un patient qui a une prise en charge de la part de l'entreprise là où il travaille, où il a une police d'assurance qui les prend en charge, mais ces patients ne reviennent toujours pas au rendez-vous. Vous avez fait une première séance, vous avez soigné, la dent ne fait plus mal. Bye bye, le patient a disparu, il reviendra 4 mois, 5 mois plus tard lorsque les douleurs reviennent. Donc ce sont ces deux aspects-là, la prise de conscience que c'est un problème sérieux et le manque de moyens, ce sont là les deux gros freins qui amènent à beaucoup de complications liées aux problèmes dentaires. Merci infiniment, Dr Moïse Nkongolo. Merci pour toutes ces réponses très claires, excellentes. Journée à Pointe-Noire. Professeur Vianney Descroix, en guise de conclusion, un acte redouté pour beaucoup de patients. On a entendu tout à l'heure, en quelques mots, l'un de nos auditeurs l'expliquer, l'extraction dentaire. Aujourd'hui, et on le redit parce que beaucoup ont peur d'aller voir le dentiste, les produits anesthésiants sont efficaces. Alors, aller chez le dentiste, ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir mal. C'est même exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, Caroline, vous avez entièrement raison. Il faut que tout le monde soit bien conscient du fait que en 2020, il n'est plus possible d'avoir des soins dentaires douloureux et il faut vraiment insister sur ce fait-là que nos soins sont totalement indolores et que on peut avoir une appréhension pour aller se faire soigner. Pour autant, les soins se passeront sans aucune douleur. C'est comme ça que ça doit se passer. Et il faut vraiment avoir conscience du fait que la bonne santé bucco-dentaire, c'est aussi une bonne santé générale. Ça évite les endocardites au niveau du cœur, ça évite un certain nombre de pathologies cardiovasculaires, ça évite des maladies rhumatismales. Il faut vraiment être très vigilant sur sa santé dentaire parce qu'elle a des répercussions non négligeables sur le reste du corps. Et il faut le souligner aussi, ça se commence, cette santé, cette prévention, dès l'enfance. Qu'on a la première dent, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an, il faut commencer à prendre soin de sa bouche dès le tout début, c'est-à-dire dès que les dents apparaissent dans la bouche des enfants vers 6 mois ou 1 an. Merci beaucoup, professeur Vianney Descroix. Je rappelle que vous êtes entre autres chef du service d'odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci encore de vous être rendu disponible pour Priorité Santé. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler nutrition, juste après ce titre signé chez Laïa, Irrationnel. Second chances, can't move forward with anybody else, cause you keep pulling me backwards. You know we didn't right the way I let you take advantage. Here we go, again and again. Baby, you got to let me go, baby. Please don't you let me go, baby. You got to let me go, baby. Please don't you let me go.
manger et rester en bonne santé, on en parle tout de suite avec vous, Stéphane Besançon. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Des conseils maintenant pour cuisiner sans risquer de s'intoxiquer. Est-ce que vous pouvez, Stéphane, nous rappeler ce qu'on appelle d'abord, qu'est-ce que c'est ce risque? Qu'est-ce que c'est une intoxication alimentaire? Alors les intoxications alimentaires, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle les maladies d'origine alimentaire, qui représentent un ensemble de maladies qui vont être causées par des aliments qui vont être contaminés, alors soit par des bactéries, des virus, des parasites ou encore des toxines. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il aura fallu attendre 2015 pour que l'Organisation mondiale de la santé publie le premier rapport lié à ce type de maladie et en montre l'ampleur, qui est assez colossale puisque les premières estimations montrent que c'est une personne sur 10 qui tombe malade en consommant des aliments et que 420 000 personnes par an meurent des conséquences de ces intoxications. Donc c'est colossal. Et bien sûr, les plus fragiles, c'est les enfants de moins de 5 ans, les petits-enfants qui sont les plus touchés avec 125 000 morts par an. On est vraiment sur quelque chose de très important. Et les données de ce rapport montrent aussi qu'il y a un peu une inégalité, j'allais dire, sur les zones géographiques, puisque c'est le continent africain et l'Asie du Sud-Est qui sont les zones géographiques où l'ampleur de ces maladies est le plus important. Alors, deux questions maintenant. C'est quoi les principaux risques liés à ces maladies et où est-ce qu'on a le plus de risques de rencontrer ces contaminants? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 4 types de contaminants. Le premier, c'est les infections, donc c'est lié à des bactéries comme l'Listeria, Brucella, encore le choléra qui est très connu. Les infections liées à des virus comme l'hépatite A par exemple. Les infections liées à des parasites comme la toxoplasmose, le ténia qui est très connu aussi, du porc, les autres formes de ténia, encore la maladie chinoise de la douve du foie. Enfin, il y a des infections qui vont être liées plutôt à des produits chimiques comme la toxine de l'aflatoxine qui va se déposer sur les arachides par exemple. Alors en général, ces maladies alimentaires, elles ont un démarrage qu'on va dire aigu. Ça, tout le monde voit ce qu'on veut dire. Ça va être la nausée, ça va être des diarrhées, ça va être des maux de ventre, etc., etc. Et ce qui est important à savoir, c'est que les diarrhées peuvent être très sévères, des diarrhées vraiment très sévères, qui peuvent amener à des conséquences dramatiques, dont la mort. Et en plus de ces conséquences aiguës, si on parle par exemple de l'aflatoxine ou d'autres types de contaminants, on peut avoir des conséquences chroniques à long terme avec des cancers, des insuffisances rénales, des hépatites ou encore des troubles cérébraux ou nerveux. Alors, on peut être contaminé un petit peu partout, aussi bien quand on mange chez soi qu'à l'extérieur. Oui, c'est ça qui est important aussi. Alors souvent, on va dire que la contamination vient au moment où on va manger hors domicile, surtout en Afrique. Mais on peut se contaminer très facilement chez soi par des mauvaises pratiques et par des mauvaises conservations, des mauvaises pratiques de cuisine. Alors justement, des conseils pour éviter cela, mieux conserver les aliments avant de les cuisiner. Alors ça, c'est la première chose. On va souvent dans comment on prépare, mais c'est aussi comment on stocke qui est très important. Alors il y a 2 choses très importantes, c'est le réfrigérateur et le congélateur. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les réfrigérateurs, il faut déjà qu'ils soient branchés, parce qu'il y a des pays, des endroits où il y a le réfrigérateur, il n'est pas forcément branché. Pourquoi c'est important qu'ils soient branchés? C'est parce qu'il faut que la température reste à 4 degrés. La deuxième chose, c'est le congélateur qui doit être à moins 17 degrés. Il suffit pas juste de mettre au congélateur, il faut surveiller la température. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est le maintien de cette température. C'est important, parce que si la température fait un yo-yo, c'est un vrai problème. Donc pour le réfrigérateur, tout bêtement, il faut éviter de l'ouvrir et le fermer très régulièrement. Il faut mettre les produits laitiers qui sont sensibles à ces variations de température plutôt au fond du réfrigérateur où la température est plus stable. Et enfin, la dernière chose qui est très importante, et là, il y a beaucoup de contamination liée à ça, c'est que les aliments, entre 4 et 60 degrés, quand on les fait cuire, ils vont avoir la capacité de développer des bactéries. On doit les mettre au frigo, mais du coup, quand on va mettre un plat chaud au frigo, on va avoir tendance à faire monter la température. Donc, c'est très important de faire passer le plat, j'allais dire, d'une température haute à basse très rapidement. Attendre que ça refroidisse. Et on a à peu près 4 heures pour faire ça, puisqu'il faut que la température passe d'abord, on a la règle, c'est à peu près de 60 à 20 degrés en 2 heures, puis descendre à 4 degrés dans les 4 heures, ce qui va empêcher les bactéries d'avoir le temps de se reproduire et d'être suffisamment nombreuses. Alors pour ça aussi, il y a un truc en général, c'est il faut mieux mettre dans un plat qui est plutôt pas trop haut pour que les échanges thermiques soient faciles et pas mettre non plus un volume trop important pour que ça mette 7, 8 ou 9 heures pour faire descendre la température. Et ça, c'est vraiment pas anecdotique parce que énormément d'aliments, les gens disent mais je l'ai mis au frigo, mais si la température a mis beaucoup de temps pour descendre, c'est un gros problème. Et en plus, ça réchauffe le frigo, donc ça crée un problème pour les aliments à côté. Alors voilà pour la conservation. Maintenant, pour la préparation des aliments, quels conseils, Stéphane? Alors là, on est vraiment sur de l'hygiène d'abord dans la cuisine. Ça veut dire les torchons, tout ce qui va traîner, il faut les laver très régulièrement parce que c'est des
contaminants. Les éponges, on sait aujourd'hui que les éponges sont des sources de contamination très fortes. Il faut les changer au minimum une fois par mois et plus, si c'est possible, c'est très bien. La surface aussi sur laquelle on pose les aliments doit être nettoyée, mais pas juste une fois par semaine ou une fois par jour. C'est-à-dire quand on change les aliments, si on pose une viande d'abord ou un poisson et qu'on pose ses légumes après, il faut relaver pour éviter les contaminations entre aliments. Se laver les mains, bien sûr, très régulièrement, et les choses de base aussi, éviter de transpirer sur les aliments, etc., etc. Ce qui sont des choses qu'on dit en cuisine dans les restaurants très classiquement, mais qu'il faut du coup faire à la maison aussi et faire attention. Il y a aussi les trucs à connaître sur les aliments aussi. Un œuf, par exemple, ouvert, on le garde que 2 ou 3 jours. Il faut bien laver les légumes et la salade, puisque beaucoup de contaminations viennent par là, c'est très important. Il faut aussi sentir le poisson. Beaucoup de contaminations alimentaires viennent du poisson. Les poissonniers ont l'habitude de dire qu'il faut que le poisson continue à sentir la mer. C'est-à-dire que dès qu'il y a une odeur un peu étrange avec le poisson, il faut jamais, ce qu'on dit, prendre le risque. Une odeur étrange avec le poisson, il faut absolument pas le consommer. Et la dernière chose qui est aussi très très importante, qui est une règle de base, c'est que ce soit dans un supermarché quand on les achète ou à la maison quand on les conserve, les boîtes de conserve ou tous les produits sous vide comme ça, dès qu'ils sont gonflés, il faut soit pas les acheter si on est dans le commerce, soit les jeter si c'est à la maison, parce que ça veut dire qu'ils sont souvent contaminés et qu'il y a une toxine très dangereuse, la toxine botulique, qui a commencé à se développer dedans. Donc c'est très très important, là aussi, comme avec le poisson, de pas se dire peut-être ça devrait aller, parce que souvent ça va pas du tout à la fin. Donc si vous respectez cet ensemble de conseils, de la conservation à la préparation, on peut déjà éviter une très grande quantité d'intoxication alimentaire. Merci beaucoup pour ces conseils, Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence No. Demain, nous allons parler des vaccins, plus que jamais d'actualité. Comment l'accueil, la perception de ces outils essentiels de prévention et de santé publique ont-ils évolué? Comment améliorer les stratégies de vaccination? À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.